Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi un thème sur l'échec ? J'ai constaté, je pense que vous serez également d'accord avec moi, qu'en France, on n'a pas droit à l'erreur. Et pourtant, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept qui est complètement vulgarisé. Échouer, cela veut dire que l'on a osé. Et quelle fierté de se dire qu'on a fait preuve d'un peu d'audace dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, avec We Talk, je prends les choses à rebours. Je donne la parole à des personnes au parcours atypique, authentique, qui viennent me dire avec fierté comment ils ont transformé les défis de leur vie en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que la réussite ? Ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement quoi qu'il arrive. Cet épisode de We Talk est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple, YouTube pour la version filmée. Et bien sûr, rejoignez la communauté We Talk sur Instagram, LinkedIn et TikTok. Mon invité du jour, c'est un slammer, un conteur, un artiste, mais alors là, complètement iconoclaste. Il s'appelle Célestin. Merci Célestin d'avoir accepté mon invitation à venir sur le plateau de We Talk. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai accepté avec grand plaisir Écoute, pour parler de quelque chose que je connais très bien, l'échec. on va en parler, ça veut dire que là, on a 1 heure devant nous pour que tu me dises tout. Je vais tout te dire. Et on tout parle ce que vrai. je peux te dire. Ouais. Écoute, je vais essayer, bien sûr. Ouais. Je sais que tu es déjà un petit peu connu, mais je vais faire un exercice. Ça, Ouais. on n'y déroge pas sur We Talk. D'accord. Je présente chacun de mes invités à travers un conte dont ils sont le héros. Waouh. Est-ce que Ok. tu es prêt à écouter ton conte ? Complètement. Ouais. Honoré. Écoute, alors, Toi qui l'as écrit. c'est du moi coup qui l'ai écrit. J'adore ça. D'accord. Je suis très conte et féerie. Ok. C'est mon côté petite fille. Alors, il était une fois un garçon espiègle, un doux rêveur, un malicieux prodige qui a su explorer par la musique un monde magique riche d'émotions et de sens. Sébastien Rambaud grandit dans l'univers musical porté par son père, un musicien d'exception qui lui transmet sa passion avec une générosité sans borne. Très jeune, il s'initie à la guitare, puis à la batterie. Et là, c'est l'épiphanie. La batterie devient pour lui bien plus qu'un instrument. Elle devient son totem, un prolongement de lui-même. Sébastien ne joue pas seulement de la musique, il se fond en elle. Les notes ne sont plus de simples sons, elles sont les mots d'un langage qui n'a pas besoin d'être traduit. Il jongle, il danse, il fait vibrer chaque nuance, chaque rythme avec une cadence qui le transporte et captive tout autour de lui. Avec son ami Yann Coste, son complice de toujours, il crée le duo Feels Monkey, un spectacle de percussion mêlant humour, clownerie et une folie créative qui transcende la scène. Ensemble, et pendant plus de 10 ans, ils partent à la conquête du monde. De salle en salle, de pays en pays, ils partagent leur univers. Mais, dans les coulisses de cette réussite, des interrogations plus profondes se posent en Sébastien. Des questionnements intimes surgissent sur l'amour, la société, l'écologie. Est-ce que tout cela signifie pour lui, pour nous ? C'est alors qu'un autre personnage émerge, né de l'ombre de Sébastien. Ce personnage, c'est Célestin. Une version de lui-même à la fois proche et lointaine. Un alter ego prêt à parler pour lui, à rire, à s'interroger, à nous faire sourire, mais surtout à nous inviter à regarder la vie autrement. Célestin, c'est le conteur, c'est le poète, le joyeux Olybrius, un curieux ventriloque des questions existentielles. Et Sébastien, dans la peau de Célestin, s'embarque dans une nouvelle aventure faite de récits et de mélodies, une quête de sens où chaque rire est une porte ouverte sur nos propres réflexions. Mais derrière ce personnage coloré et extravagant se cache un homme qui a dû se confronter à ses propres peurs, à ses propres échecs et aux doutes qui ponctuent même les chemins des plus brillants. Célestin, que dis-je, Sébastien, dans un moment rare, a accepté de se livrer, d'ouvrir les pages de son histoire pour nous partager les hauts et les bas, les moments de triomphe, mais aussi les instants de remise en question. Bravo et merci. Je suis ému. Franchement, c'est une belle histoire. Ah oui ? Ça, ouais, c'est une très belle histoire qui ressemble relativement à ma réalité. Voilà, avec évidemment des choses qui sont comptées, quoi. Oui, c'est une image. C'est un conte, quoi. Voilà, c'est Ouais. un conte. Et c'est très touchant, en tout cas. Et bravo, c'est bien écrit, en plus. Mais Vraiment, merci. Merci. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Est-ce que tu veux te présenter, toi, dire qui tu es, toi, aux auditeurs de We Talk d'abord ? Eh ben ouais, on peut commencer par ça. Je pense que tu l'as déjà quand même pas mal fait. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont vraies. Il y a le côté, effectivement, je viens d'une famille avec un père musicien. Oui. Et si je fais de la musique maintenant, c'est pour ça. Il y a pas je pense pas que j'y serais venu pour une autre raison. De l'autre côté, pour parler de ma mère, elle est
psychanalyste et psychologue, donc il y avait déjà quand même le côté réflexion, introspection, et puis le truc de se tourner vers les autres. Oui. Voilà, et puis effectivement, je crois que tu l'as bien dit de façon très poétique. Pour moi, la musique, c'est vraiment un langage. Et c'est pas, comment dire, c'est un moyen de communiquer avec les gens et aussi de voyager. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu dans la musique, dans la tournée particulièrement, parce que moi je suis un musicien de live. C'est vraiment, je fais du studio parce qu'il faut le faire. Oui. Mais moi, ce qui m'éclate, c'est de voyager et c'est enfin, monter sur scène, ou en tout cas de partager quelque chose avec le public. Je dis monter sur scène quand il y a une scène, mais je fais aussi des concerts très intimistes chez les gens où il n'y a pas de scène en fait. Donc Voilà. la scène, c'est pas obligatoire du tout en fait. Tu vas dans les caves, dans le jardin, Ouais. dans les salons. Voilà, donc ça peut être monter sur tapis ou monter sur pelouse, mais en tout cas d'être avec les gens et de partager ces moments-là Oui. qui sont un peu hors du temps, et où effectivement, avec ce projet de Célestin, je les invite à une réflexion, je les invite à partager des choses qui peuvent être du rire, parce qu'il y a toujours de l'humour, et Ah pour oui, moi c'est très ça, important. c'est garanti d'ailleurs, je leur dis. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Si le concert se passe bien, j'ai envie de dire, il y aura aussi des larmes en fait, parce que des larmes peut-être de tristesse, peut-être de bonheur, peut-être d'émotion, du rythme, enfin la vie quoi en fait quoi, un moment humain très fort. J'essaie de partager ça et j'essaie d'aller le plus loin possible dans cette espèce de fusion avec les gens. Et puis voilà. Et puis pour revenir un peu, je pense que je vais arrêter la présentation de moi-même parce qu'on va en parler aussi dans les questions, mais pour revenir un peu au sujet, et à ce sujet que je trouve très intéressant, l'échec, parce qu'en fait, on parle tout le temps de réussite. Je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre, aux États-Unis. Je ne suis pas assez allé pour vraiment avoir un point de vue, comment dire, pertinent. Ouais. Mais nous, c'est vrai qu'on parle que de réussite. Ouais. On met en avant que les bonnes notes, les bons élèves, ceux qui ont réussi socialement, ceux qui ont de l'argent, beaucoup d'argent. Et en fait, on ne parle pas de l'échec. Alors que je pense que c'est hyper important, parce que c'est que sur l'échec qu'on construit effectivement des choses qui sont solides. Et il faut accepter forcément de se planter pour se relever, en fait. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant. Et si je me regarde, j'ai commencé comme ça tout à l'heure en disant, moi, c'est un sujet que je connais bien. Oui, moi, j'ai un parcours qui est quand même très décousu. Oui. Je connais... j'ai l'impression qu'à la limite, presque parler d'échec, j'ai l'impression que c'est pour moi, c'est plus facile que parler de réussite. D'ailleurs, à ce propos, tu as dit là, il y a quelques instants, si le concert se passe bien. Alors, je sais que les artistes, j'en suis une, donc je sais ce que c'est, on doute énormément. Ouais. Est-ce que tu as déjà souffert du syndrome de l'imposteur? Et est-ce que j'ai inventé le terme, pour tout te dire. Ça vient de moi, les gars. genre tu as la petite voix là qui passe son temps à te dire tu n'y arriveras pas, c'est pas assez bien, tu es une imposture. Comment tu fais pour surmonter? Comment, malgré ça, tu arrives à monter sur scène et à donner autant de joie et de bonheur aux gens? Eh ben, déjà, oui, c'est un syndrome que je connais depuis tout petit. Pas que sur scène, mais sur scène, ça s'est beaucoup posé, parce que je pense que tout est un peu décuplé sur scène. Pourquoi toi, t'es sur scène et pas quelqu'un d'autre? Et ça a commencé au PMU de Cluny, quand mon premier concert en tant que batteur. Et puis maintenant... T'avais 14 ans à l'époque? Ouais, j'avais... c'est peut-être un peu plus, mais c'était ça. C'était assez... Et puis, je l'ai connu très fort dans plein de moments où dès que... Alors, il y a quand même un moment où ça s'estompe. Un moment où, une fois que tu as fait 5 PMU, 10 PMU, tu fais « Ok, en fait, je suis légitime pour jouer au PMU. » Puis ensuite, quand tu passes dans une salle de 150, tu fais « Waouh, mais là, je mérite pas. Pourquoi moi ?» Et puis, en fait, tout le long de ma carrière, ça a été ça. Et ça a été la première, je sais pas, première fois que j'ai joué à la Cigale, la première fois que j'ai joué à Paris déjà, quand moi je viens d'un tout petit bled qui est à côté de Mâcon. La première fois que j'ai joué à Paris, j'ai halluciné. Je me disais, mais pourquoi? Mais moi, je connais plein de musiciens qui ont jamais pu jouer à Paris. C'était un peu comme un rêve de genre, jouer à Paris, c'était synonyme de réussite déjà. Oui. La première fois que j'ai joué, je sais pas, à la Cigale, la première fois que j'ai joué à l'étranger, la première fois que j'ai, à chaque fois, c'est revenu, la première télé que j'ai faite, par exemple, la première fois que j'ai fait, je sais pas, un zénith, je sais pas, tous ces paliers. Les premières fois ont été ponctuées par finalement un petit peu, j'ai pas envie de dire gâché, mais en tout cas, il y a eu cette voix contraire qui arrêtait pas de te dire
Pourquoi toi? Ouais, alors je pense, oui, c'est une voie contraire quelque part, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va aussi vraiment dans ce sens-là. Il y a une force très forte qui me pousse quand même à le faire. Mmh. Et, 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 comment dire, et ce syndrome-là, il est revenu très très fort quand j'ai commencé, donc il n'y a pas très longtemps au final, à poser les baguettes. Donc moi, je suis vraiment batteur de formation. J'ai énormément travaillé cet instrument. Et quand j'ai commencé à me dire, bon, finalement, je vais prendre Enfin, finalement, c'est pas finalement, c'est Ouais. en parallèle, je vais prendre une guitare, je vais écrire des chansons et les chanter. Donc là, j'arrive avec un instrument que je maîtrise moins, la guitare. La voix, je ne maîtrise pas du tout parce que je suis pas chanteur. Ouais. Écrivain, j'ai arrêté l'école très tôt. Et donc, voilà, j'ai quelque part aucune légitimité Ah waouh! à me... Ah, mais vraiment, moi, je Waouh! suis même ému d'en parler parce que vraiment, c'est quelque chose qui je me sens pas du tout légitime à faire ça. Et en même temps, il y a une force très forte qui me pousse à me faire, mais fais-le, fais-le, fais-le. Et puis, comme tout le monde, j'ai des doutes, évidemment, comme tu Ouais. t'as dit, tous les artistes, mais je pense que c'est tous les humains. J'ai des doutes très, très, très forts. Et en même temps, il y a une force aussi, il y a un truc qui me dit, mais en fait, fais-le. Et je suis ému d'en parler parce qu'en fait, s'il n'y avait pas cette force-là, je pense que je ferais. J'ai pas prévu de pleurer au bout de 10 minutes, quoi. Ah Mais mais toi, en général, on pleure et c'est chaque vrai? fois, je dis: «Il faut que Ouais. j'ai des mouchoirs C'est la vrai? prochaine fois, il faut Ah, vraiment que j'en moi, mette». alors, je fais partie de la famille des hypersensibles et évidemment, quand je parle d'émotions et quand je parle, voilà, j'ai des émotions qui viennent très, 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 très vite et très fort, voilà, que j'apprends à, comment dire, à dompter. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que sur scène, j'arrive à capter l'émotion des gens et à Ouais. communiquer la mienne, et qu'il y a quelque chose de très fort. Mais donc, il y a quand même cette force qui me pousse à me dire, fais-le. Mais ce syndrome de l'imposteur depuis tout le temps. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de plus l'avoir pour faire les choses. Moi, Oui. je pense que je l'aurai toute ma vie. Mais quand même, j'arrive à travailler et quand même, à un moment, à le mettre de côté. Et ma technique à moi, c'est de travailler très, très fort. C'est-à-dire qu'au début, quand mes chansons, j'arrive et j'essaie de les chanter, mais j'oublie les paroles et je me plante et je sens que j'entends que je chante faux, mais voilà, je suis au max. C'est plus fort que maintenant où quand même, là, ça fait des années que je travaille, que je tourne énormément, je travaille énormément. Je suis un très, très gros bosseur et je pense que je travaille autant pour arriver à mettre ça de côté, à me dire, OK, maintenant, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Mais ce truc de droit, c'est quand même un peu... Je le prends comme un avantage parce que ça me pousse à me Ouais. surpasser. Et quelque part, cette scène, cet endroit qui est un peu privilégié, on se dit, on a envie de voir des gens qui nous font rêver quelque part. Moi, quand je vais voir quelqu'un sur scène, j'ai pas envie juste de voir n'importe qui. Moi, j'ai Ouais. envie de voir des gens. J'ai envie d'être comme eux. Donc, moi, je me mets cette espèce de pression quand même à me dire, moi, je dois être mieux que moi-même, quoi. Waouh! Je dois pas être le même Sébastien que dans la vie de tous les jours. Je dois être mieux que moi-même. Et ça, être mieux que soi-même, c'est dur. Donc, faut bosser pour ça. Ouais. Donc, je bosse énormément Tu pour vois, ça. Ouais. ce que je retiens de ce que tu viens de dire et qui est très touchant, très, qui me touche et qui me parle personnellement. Déjà, tu as dit, le fait de faire, les premières fois sont souvent ponctuées du syndrome de l'imposteur. Mmh. Mais une fois qu'on a fait une Mmh. fois, 2 fois, 3 fois, on se dit: Mmh. «Ah mais tiens, on est quand même légitime». Ouais. Donc même si on a le syndrome de l'imposteur, même si elle est très forte cette voix, ça ne doit pas nous empêcher d'être dans la répétition de ce que l'on fait et peut-être Mmh. quand même on arrive plus ou moins à le gérer, en tout Mmh. cas sur quelque chose sur une tâche qui peut être répétitive. Mmh. Maintenant, c'est toujours là et c'est Mmh. tellement fort et je sais tellement Mmh. ce que tu dis, c'est quasiment mot pour mot ce que moi je ressens parce qu'en permanence, avant chaque épisode de We Mmh. Talk, avant, chaque chanson parce que je compose également Ok, cool. et que je fais, mais Mmh. je me dis: «Mais je vais me Mmh. planter» et la Ouais. seule chose que j'arrive à faire, c'est juste travailler comme une Mmh. malade Ouais, pour voilà. que ça tape pas à côté. Ou Non. alors ce que je me dis aussi, c'est que fais ce que tu vas faire là comme si c'était la dernière chose que tu Mmh. fais sur terre. Ouais. Comme Ça met ça, encore si plus de pression, ça, non? Tu te non, tu dis, te dis: «Je prends faut du que plaisir ouais. et si je dois mourir après, qu'on retienne que ça de moi». Ouais. Et et justement à ce propos, toi qui es finalement, et à la fois il y a ce syndrome de l'imposteur et j'entends aussi une forme de perfectionnisme, Ouais, bien sûr, ouais. est-ce qu'il t'est arrivé de te trahir? Parce que tu sais, en tant qu'artiste, on quand surtout quand tu signes avec un label et cetera,
on peut te demander de produire des choses pour plaire à ton public, Ouais. mais qui sont pas forcément de ta sensibilité. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, de faire ce type de sacrifice? Est-ce que tu l'as regretté? Comment tu l'as géré? Est-ce que il Alors t'est arrivé de te trahir toi-même pour les besoins du business, et cetera? alors moi, ça a jamais été dans le cadre d'un contrat qui m'emmène, là où je voulais pas artistiquement. Ouais, Ça m'est arrivé, hein, de signer des contrats que je regrette. Je fais partie de cette, business industrie qui est quelque chose de très compliqué, ouais. mais je pense que ça, c'est un peu autre chose. Moi, ça me fait penser à enfin, en tout cas, dans les contrats que j'ai signés, j'avais toujours une liberté artistique D'accord. où où à des moments ça a été un peu limite, mais j'ai réussi toujours à revenir dans une ligne que je m'étais, Comment on fait ça, justement? ah Comment on ça fait? c'est des contrats des avocats et c'est vraiment quelque chose de très froid, pas du tout artistique. D'accord, Faut arriver à d'abord dans les négociations, à avoir conscience que pour moi le plus important, ça a toujours été la liberté avant l'argent. d'accord. Parce que, j'ai eu la chance, hein, je pense d'être construit, dans une famille, on va dire vraiment, je vais pas mettre d'étiquette politique, mais de gauche, OK? Ou en tout cas l'argent c'était bien si j'en avais pas beaucoup quand on était jeune, mais on avait assez pour avoir un toit et de quoi manger. Et Oui, puis après, il y a eu de l'argent assez pour faire quand même ce qu'on voulait, quoi. C'était pas, on n'a pas manqué au point d'être malheureux. d'accord. Mais on s'est pas construit autour de ça. Moi, j'ai toujours eu, quelque part, des rêves que je pouvais atteindre par le travail, par le voilà, j'ai toujours comment dire? J'ai toujours mis ça vraiment et même j'ai aussi un peu, je pense, diabolisé, l'argent assez, pour, me dire que je ferais rien pour l'argent. J'ai jamais accepté un boulot pour l'argent. J'ai toujours Mmh. fait des choses, que j'aimais et j'ai toujours par contre considéré que c'était normal que je sois payé pour le faire et franchement, j'ai quand même toujours été bien payé. Je veux dire, je me plains pas du tout de ma carrière de musicien. De ce côté-là, j'ai toujours, j'ai jamais manqué de rien, en fait. Te et Mais ouais. Oui, oui, et comment avec cette sensibilité, avec ces valeurs que Mmh. tu as, qui sont te chevillées au corps, comment tu fais pour négocier tes contrats? Est-ce que tu t'estimes être un peu comme un requin qui exige d'être dans ses droits? Comment ça se Je passe? pense que j'ai la chance d'être, un rêveur, parce qu'il faut être rêveur pour être musicien, pour écrire, et en même temps d'avoir quand même vraiment un pied sur terre. Oui, Heu, voilà, je sais pas si j'ai le côté père rêveur, mère, ancré, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, mais j'ai la chance d'avoir pu apprendre, et bien, au fil du temps, hein, à négocier des contrats, à être en contact avec des avocats, à prendre d'eux, et puis maintenant, à pouvoir vraiment avoir comment dire? Quelque chose de tellement ancré que mes amis musiciens, souvent m'appellent pour me demander des conseils sur des contrats ou des choses comme ça. Parce que j'ai appris au fur et à mesure. Mais comme tout le monde, je me suis lancé dans cette vie, en pensant que, bah, avec un peu une vision bisounours, en pensant que tout était bien et tout était beau et puis je me suis cassé les dents. Mais c'est encore quelque part un presque un échec. En tout cas, je suis tombé et puis je me suis relevé, je suis retombé, je me suis relevé et c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que ça, il faut pas avoir enfin, toi, par exemple, j'ai appris, il y a quelque temps et je trouve ça très intéressant que pour apprendre à marcher, on tombe à peu près 2000 fois. Je trouve ça dingue! Je trouve ça très fort parce que si on se relève pas merde, ça revient. Si on se relève pas, mais c'est c'est ah un ça sujet qui me touche. Vraiment, si on se relève pas, on n'apprend jamais à marcher. Et franchement, ouais, j'ai l'impression d'être beaucoup tombé dans ma vie. Et en même temps, tout ce qu'on apprend, on apprend en tombant et en se relevant. Donc voilà, oui, je me suis cassé les dents, oui, j'ai signé les contrats qu'il fallait pas, mais j'en suis revenu et j'ai appris beaucoup. Et j'ai appris, bah, voilà, avec des gens qui m'ont tenu la main, qui m'ont guidé. Et puis à un moment, j'ai marché tout seul. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. Hem, mais donc pour revenir à ta question, oui, sur des contrats, je suis allé un peu loin, mais j'ai toujours quand même, j'ai toujours eu en tête que c'était important de négocier la liberté avant de négocier l'argent. Ce qui fait que j'ai jamais eu à faire des concessions, sur le côté artistique à cause de contrats. d'accord. Par contre, dans ta question, pour moi, ça me fait tout de suite penser au groupe ou au couple. Je dis au couple parce que dans le groupe Feels Monkey dont tu parlais, on est Mmh. 2 et on fonctionne comme un couple. Dans un couple, il y a des concessions à faire.
Là, c'est un couple d'artistes, donc il y a des concessions artistiques. Mmh. Donc bien sûr que ça m'est arrivé de faire des choses sur lesquelles je suis pas en accord à 100% avec moi-même, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans un duo ou dans un groupe. Oui. Quand tu es dans un groupe, bien sûr qu'à un moment, tu vas jouer une partie de batterie, une partie de guitare qui est pas 100% toi. Parce que, en fait, parce qu'à ce moment-là, en fait, le centre de gravité artistique, il se trouve quelque part au milieu par exemple, du quatuor, si on est 4. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, c'est des concessions permanentes. Et puis, à un moment, sur une partie, c'est le guitariste qui fait plus une concession. Sur une partie, c'est peut-être un peu plus le chanteur. Là, je parle en tant que batteur, quand je jouais dans des groupes en tant que batteur. Le seul projet où j'ai l'impression que je suis 100% libre, c'est Célestin, parce que je suis auteur, compositeur, Tu interprète. as grillé une question que j'allais te poser, c'était justement entre Célestin et Sébastien, lequel est le plus libre? Entre Ouais, tu y Célestin et étais, hein, Sébastien, lequel est voilà. le plus libre? Oui. Je pense que c'est une bonne question, et j'ai envie de dire Sébastien et Célestin, quand on parle de liberté, c'est la même personne. Ouais. Célestin, c'est le nom, c'est l'étiquette quelque part que je donne, c'est un nom de personnage qui est inspiré, plus je creuse, plus il est inspiré à 100% par ce que j'ai dans le cœur. Ouais. Et c'est le cœur de Sébastien. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une liberté qui est quasiment totale, parce que je tiens les manettes de tout le projet. Il y a des gens qui sont avec moi, il y a des gens qui m'aident, des gens qui me soutiennent, des gens qui font des choses. Je travaille avec un graphiste, photographe, caméraman qui s'appelle Mathieu, qui est là depuis longtemps, qui apporte aussi sa vision. Je l'écoute. Des fois, s'il me dit des choses, peut-être que je ne vais pas aller 100% dans mon idée de départ. Heureusement d'ailleurs que je vais un peu... me laisser emmener. Sinon, c'est un projet. Du coup, je pense que ça devient un peu stérile. Si tu n'arrives pas à prendre les avis des gens. Je travaille avec un guitariste qui s'appelle Julien Lacharme, qui fait les prises de son pour le studio, qui fait le mixage, le mastering. Je lui pose beaucoup de questions. Son avis m'importe énormément. La seule différence, c'est que là, quand je peux trancher, à un moment étant à la tête de ça, parce que je suis vraiment la tête de ce projet-là, je peux dire, c'est comme ça. Je l'ai décidé, j'ai pris tous vos avis, j'ai mis tout ça dans la balance. À un moment, je vais trancher et je vais aller là. Peut-être que je me plante, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais je vais trancher. Ce que je peux pas faire dans un duo où on est 50-50 avec Yann, donc mon collègue des Films Monkey, s'il est pas d'accord, on fait pas les choses. Si je suis pas d'accord, on fait pas les choses. Comment on gère ça, justement, une démocratie. On est deux à 50-50 de tout depuis le début. Waouh. Tous les droits, par exemple, ce qui est assez important, les droits SACEM, par exemple, tout, on a tout décidé de tout partager. C'est-à-dire que même si, par exemple, j'amène une idée et qu'on on la valide et que ça donne un sketch, on pourrait dire, moi j'ai 90% et lui 10%. Je dis ça, mais c'est totalement pareil dans l'inverse. J'amène pas plus d'idées. On est vraiment, c'est vraiment un laboratoire où on amène toutes nos choses, etc. Si une idée que j'amène, j'ai 50%. Une idée qu'il amène, admettons, à 100%, il écrit un sketch chez lui, il l'amène, c'est 50%. C'est très important pour nous. Après, chacun a des fonctionnements différents. Hein. C'est comme ça dans tous les couples, dans tous les groupes. Mais nous, c'est très important pour nous parce que ça permet d'abord de pouvoir amener sans aucun stress. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas un problème de répartition et d'argent, parce qu'au final, ça génère de l'argent, les droits SACEM, tu vois, par exemple. Et aussi, ça permet de jeter ses idées de façon très libre. Si jamais on se rend compte que là, on est en train d'écrire un nouveau spectacle et que ça fait déjà 3 idées qu'on a validées du collègue et que nous, en fait, on a envie d'un équilibre quand même, parce que à la fin de la tournée, c'est pas normal qu'il gagne plus que... En fait, c'est important en fait, qu'on soit à 50-50. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui nous a permis, dès le départ, d'avoir une vraie équité, de se dire, en fait, que je propose moins d'idées ou plus, qu'elles soient plus validées ou moins, on va valider ce qui est le mieux pour le spectacle, en fait, pas ce qui est le mieux pour personnellement. Vous avez placé Films Monkey, c'est un espace que vous avez créé et dans lequel, en fait, ce qui est créé pour les Films Monkey vous appartient à 50-50. Ouais, voilà. Donc,
c'est une bonne manière, enfin, pour les gens qui veulent s'associer, par exemple, Mmh. voilà, qui sont entrepreneurs et qui écoutent et qui recherchent peut-être un Mmh. associé, ça peut être une clé Mmh. qui est proposée et c'est dire, mais parfois, pour faire le bon choix de l'associé, en tout cas trouver la formule qui correspond, c'est peut-être se dire que ce qu'on crée est plus grand que nous, nos individualités. Et que ce que l'on fait dans le but de faire grandir le projet, bah, c'est ça le plus important. Et donc, ça Mmh. appartient au projet. Et c'est comment on partage finalement les fruits de ce projet. Je trouve ça beau, en fait. Mmh. C'est une belle manière de. Les gens peuvent l'implémenter dans leur propre vie en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Pour moi, je trouve ça Ouais, puis intéressant. dans le couple aussi, on peut se dire, il y a plein de gens qui font à partir du moment où on est en couple, bah, par exemple, tout ce qu'on ramène, Ouais. c'est notre bien commun. En tout cas, ça fonctionne parce qu'on est 2 à voir les choses de la même manière et Oui. aussi parce que notre investissement, on va dire qu'il est à peu près similaire. Après, c'est suivant les périodes. Il y a toujours des périodes où il y en a un qui est plus investi que l'autre. Mais ça marche aussi pour ça. Dans le cadre Oui. où tu as, par exemple, un duo Oui. où tu as quelqu'un qui passe 8 heures par jour à travailler et l'autre qui passe 1 heure par jour, à un moment, tu fais, bah, Ouais. là, ça marche pas. Donc, moi, je sais que c'est un modèle qui marche très bien pour nous et heureusement qu'on a fait ça. Je pense que c'est très important. Mais je sais pas si je dirais conseiller ça pour d'autres gens. En tout cas, c'est une clé. C'est une clé en tout Chacun cas. fait Moi, ce je qu'il sais que veut. pour nous, c'est la clé D'ailleurs, d'une vraie comment vous rencontre. vous êtes choisis, Yann et toi? Bah, comme très souvent dans la vie, c'est pas un choix, c'est une rencontre, un coup de foudre. Nous, on a un coup de foudre musical, avant un coup de foudre humain. D'abord, on s'est vu jouer sur scène, on a fait waouh, il y a un truc qu'on trouve super. Et dès qu'on a commencé à jouer ensemble, Ouais. déjà un duo de batterie, c'est pas fréquent. Donc on s'est retrouvés tous les deux, on s'est dit tiens, on voudrait essayer ça. Et dès qu'on a commencé à jouer ensemble, il y a eu un truc qui a matché rythmiquement. Oui. C'est un truc qui est dur à expliquer aux gens. Souvent, on pense au coup de foudre amoureux. On se rencontre et puis, je sais pas, on fait l'amour et il y a un truc, ou même on s'embrasse et il y a un truc, il y a un feeling, où il y a Ouais. quelque chose de dingue. Des fois, dans un toucher, une caresse, bon, bah, nous, ça n'a pas été ça. Ça a été rythmiquement. On a Waouh. commencé à jouer et je pense en quelques mesures, on a Ouais. fait waouh, il y a un truc qui marche très fort. Et après, ça marchait musicalement, mais ça a marché aussi au niveau de la. Donc, les Fils Monkey, je le dis pour les gens qui connaissent pas, c'est un duo qui est moitié musical et moitié humoristique. Donc, on fait vraiment les festivals d'humour. On a fait, par exemple, le Marrakech du Rire. On a fait un sketch avec Jamel. On a Oui. fait des révélations de. Même Vivement Dimanche, je pense que je vous avais Ouais, vu la première fois Vivement Dimanche. Dimanche. On a fait ce genre de trucs. On a fait Festival Just for Laugh. On a des révélations du festival, enfin des choses de ce genre-là, Montreux Festival et tout. Donc, il y a vraiment une dimension vraiment humoristique tout le long. Oui. Et nous, on se destinait pas du tout à être des humoristes. Nous, on a travaillé la musique très sérieusement. Oui. Et en fait, très vite, dès le départ, il y a eu un truc où on a eu envie de mettre de l'humour du deuxième degré là-dedans et ça a tout de suite marché. Tu sais, c'était pas quelque chose d'un peu gênant où au début, on était très à l'aise en fait avec notre, je sais pas, cette déconnade qui est venue complètement naturellement. En Et fait, on a, la ouais, complicité que vous ouais, aviez tous les deux, vous ouais. l'avez offerte à votre public et c'était juste magique, quoi. Ouais, alors, Et c'est, parce ouais, que c'est pas ouais. c'était. Au début, on s'est pas dit, tiens, on va offrir ça. Au Ouais. début, on s'est dit, ouais, c'est cool. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que les gens rentraient dans cet univers, riaient, parce qu'au début, on savait pas trop, on n'avait pas du tout la prétention d'être drôle. Je dis pas qu'on l'a maintenant, mais en tout cas, maintenant, on se vend comme un spectacle humoristique. Oui. On peut dire aux gens, venez, vous allez rire. À l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, on savait pas à qui on s'adressait. À l'époque, c'était juste un duo de batterie, on faisait quelques gags un peu timides, mais quand même qu'on avait envie de faire. Et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait aux enfants, aux ados, aux adultes, aux grands-parents. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, vu qu'on parlait pas, parce qu'on n'avait pas vraiment on n'avait rien à dire en fait avec des mots. Ouais. On pouvait jouer partout dans le monde et ça a été une révélation parce qu'on a commencé à prendre l'avion pour transporter ce spectacle un peu Eh ben, partout quoi. vous étiez un peu les Kabyle Lamé, tu sais, l'humoriste, l'Instagrammeur, influenceur, il dit rien. Ah oui, je suis trop Et vieux moi pour ça. Vous savez, les influenceurs sur Instagram, je connais pas moi en ça. fait, Ouais, il a explosé pendant le Covid ouais. et il ne parle pas, mais il fait des trucs hyper délirants. Aujourd'hui, c'est le premier influenceur dans le monde, il a je sais pas D'accord. combien d'abonnés. Mais ça me fait penser à ça, en fait. Donc, D'accord, sûrement parce que c'est vrai que le fait d'enlever un langage dans une langue connue, et nous, en gros, nos deux langages, c'est le rythme, parce qu'il y a un langage vraiment universel, et oui. puis le rire. Le rire avec cette forme de rire assez, d'humour assez,
quelque part, j'ai envie de dire enfantin, sans que ce soit péjoratif, parce que c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, mais voilà, avec de mimes, avec les corps, avec cette espèce de dualité entre nous deux, où on essaye tous les deux d'être le meilleur. Et puis, En tout cas, il faudrait qu'on aille te découvrir le 7 décembre à la Cigale. à la Cigale Ouais. avec les Fizz Monkey. Ouais. Faut découvrir ça. Alors, traînez vraiment pas, parce que là, c'est vraiment Les presque dernières. complet. Il reste 3 places, Waouh. peut-être 4 et demi, mais pas plus. Ah ouais, d'accord, Ouais, ok. c'est vraiment, ouais. Bah, cette année, on a fait une date à Paris, parce qu'on est beaucoup en tournée ailleurs dans le monde. Ouais. On revient de Chine, on revient du Portugal, on joue beaucoup en Allemagne, on retourne en Chine bientôt. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international. D'ailleurs, j'ai une question. Ouais. La scène, c'est quand même c'est quelque chose qui révèle les artistes, c'est un kiff pour les artistes, mais en même temps, ça peut cacher. Enfin, on les voit, ils brillent, mais en même temps, on ne sait pas qui ils sont en vrai. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui peut te définir? Quel est ton trait de caractère? En tout cas, ce qui pourrait, qu'on ne sait pas, que la scène ne va pas montrer, mais que tu es profondément. Euh, Humain et normal. Profondément. Normal. Ah bien sûr, complètement normal. C'est la scène, c'est vraiment un endroit où on va essayer de mettre en valeur certaines choses Oui. soit on pense au son, à la lumière, aux effets, etc. Mais aussi au travail. Tu vois, moi, quand je disais tout à l'heure, je travaille énormément. Je vais travailler, je sais pas, une chanson peut-être 1000 fois. 1000 fois, au bout de 1000 fois, la chanson, on a l'impression que voilà, elle, je sais pas, peut-être que c'est un meilleur vecteur d'émotion, d'un message, je sais pas. Mais au fond, je veux dire, sur scène, c'est des gens qui sont complètement normaux. Après, peut-être que on peut dire que tu as peut-être une fêlure particulière, parce que pour mettre autant d'énergie, autant d'envie à monter sur scène et je sais pas, à construire quelque chose à cet endroit-là, il faut avoir une petite fêlure. Enfin, moi, je me sens fêlé, par exemple, dans le bon sens, comme on dit, comme les proverbes, relais fêlé, parce qu'il laisse passer la lumière. Je trouve que ça me parle beaucoup, parce que je sens une fêlure, mais je pense que je fais pas partie des gens qui aiment vraiment ce côté starification des gens sur scène. Au contraire, j'aime bien démystifier ça vraiment, et se dire que oui, c'est vrai qu'on est dans une société où on met beaucoup ces gens en avant. Oui. Et puis, on a envie de rêver voilà, quand on va voir Coldplay, on a envie de se dire que Chris Martin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais quelque part, je pense que quelqu'un qui je sais pas, qui se lève tous les matins pour faire vraiment du très bon pain et nourrir les gens, je pense que cette personne mérite autant d'attention. Il y a des gens qui sont passionnés, des gens qui se lèvent le matin pour aller opérer des gens du cœur et essayer de les sauver. Il y a des gens qui... Ma sœur, par exemple, elle travaille dans l'humanitaire. Des fois, elle prend une décision qui va donner de l'eau ou pas à des centaines de personnes. Je veux dire, ces gens, ils méritent beaucoup plus d'être dans la lumière, quelque part. Donc voilà, moi, je fais plutôt partie des gens qui... je suis content d'être sur scène, j'aime bien, je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable, le rapport avec les gens. La plupart du temps, quand on n'est pas bien, ça peut être un peu l'effet inverse. Il y a des fois, je suis sur scène, j'ai juste envie de disparaître, mais je pense que ça fait partie du jeu, quelque part. Mais il n'y a rien de dingue, en fait. On est des gens complètement normaux, ou alors tout le monde est extraordinaire, mais il n'y a pas de différence, quoi. Wow. En fait, c'est beau. En fait, tu as mis les choses en perspective, tu vois. Et justement, on est dans un monde où on aime tellement starifier les gens, on aime tellement les mettre, les porter au nu. Alors qu'au final, oui, c'est bien, c'est beau ce qu'ils font, parce que ça fait du bien. La musique, la bonne musique fait du bien dans l'âme. Mais il y a des gens qui soignent des gens. Et en termes de proportion, en termes de, on va dire, d'échelle d'importance, bah, ceux-là aussi méritent qu'on les porte au nu. Et d'ailleurs, pendant le Covid, on les applaudissait parce qu'on revenait à l'essentiel. Ouais, et puis c'est un bon exemple, mais je pense que enfin, moi, j'irais même plus loin. Il y a des gens qui ramassent les poubelles le matin.
il y a des gens et ils sont aussi importants parce que on voit comment ça se passe quand ces gens-là, ils arrêtent de bosser ou ils se mettent en grève. Il y a des gens qui conduisent des bus. Il y a des gens, en fait, ces gens-là, ils sont pas moins humains, pas moins importants. Mais c'est vrai, effectivement, c'est plus agréable. Moi, je trouve ça plus agréable. Moi, par exemple, j'ai travaillé à l'usine quand j'étais ado, je me suis lancé là-dedans. Euh, C'est voilà, dans une usine métallurgique, tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est dur parce qu'on est quelque part, on n'est pas considéré. J'ai envie de dire, on n'est personne. C'est pas ce que je pense, mais c'est l'impression qu'on a. Oui. Euh, C'est ce que la société nous renvoie. c'est ce que la société nous renvoie. Moi, en tout cas, voilà, évidemment que j'ai choisi aussi. Et ce que j'aime dans ce métier-là, c'est très agréable d'être dans la lumière. C'est très agréable d'être applaudi. C'est très agréable de signer des autographes, d'être pris en photo. Voilà, moi, mais j'ai vu aussi, évidemment, beaucoup de gens à qui ça fait un peu tourner la tête parce que c'est très facile, je pense. Quand je sais pas, à longueur de temps, les gens nous font des compliments ou c'est très facile pour l'ego de prendre une place qui est un peu démesurée. Et je plains les gens qui arrivent à cette sorte de déformation un peu. Parce que pour le coup, leur vie en société, d'une part, ça la rend beaucoup plus compliquée. Et surtout, la redescente va être très dure. Et quand il y a une montée, il y a toujours une descente. Je pense que ce qui me paraît important, et je pense que j'ai eu la chance d'abord assez jeune de peut-être mettre ça en place et aussi de ne pas avoir une ascension genre fulgurante comme certaines personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent incapables de prendre le métro ou marcher dans la rue sans avoir des flashs, des trucs. Ça, je pense que c'est très, très dur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelque chose de très, très facile à gérer, en fait. Très facile et qui est toujours resté agréable, quoi. Toujours resté cool, quoi. Moi, je trouve ça... vraiment, je considère que c'est une vraie chance de faire ça. Mais de l'intérieur, je me prends vraiment pas pour je pense que je suis pas. Et d'ailleurs, tu disais, quel est Sébastien, justement, qu'est-ce que t'es au travers de tout ça? Maintenant, dans le projet Célestin, donc ce projet où j'écris avec mes mots, j'écris en français, j'écris des chansons, j'écris beaucoup sur ce que je suis, ce que j'ai sur le cœur, et je fais une démarche qui est très, très, très sincère, dans le sens où, après des années de tournée dans des salles vraiment immenses, quand on tourne en Chine, c'est des salles de 2000 places en moyenne. Quand on tourne avec Phil Monkey, on a fait des tournées de Zénith avec des écrans géants, avec un Smirmork et un tourbus, avec plein de copains avec nous. Voilà. Et encore une fois, j'adore. C'était très agréable. Là, avec Célestin, j'ai vraiment une sorte de presque de grand écart avec ça, de retour à... C'est extraordinaire. Ouais. C'est ça qui est, c'est très, très, pour le coup, c'est très nourrissant de faire toute cette tournée. Donc, comme je le disais, chez les gens, d'arriver dans leur jardin, dans leur salon. Je demande jamais de photos de là où je vais, où je me renseigne pas. L'idée, c'est vraiment que n'importe quel endroit peut se transformer en salle de concert. Ça m'est arrivé de jouer dans des cuisines. Ça m'est arrivé de jouer dans des caves, dans un jardin avec la bétonnière d'un côté et le tas de moellons de l'autre côté. Et franchement, une fois que le concert commence, tout ça, ça disparaît et c'est quelque chose de très très fort parce qu'on se rend compte à quel point on n'a pas besoin d'artifice et qu'il n'y a que l'humain, en fait. Là, ce que je fais en ce moment, d'être posé, donc je suis posé à Paris tous les vendredis dans cette petite salle qui fait 60 places, la Divine Comédie, qui est très humaine, dans laquelle je joue sans électricité, donc vraiment juste guitare-voix. Donc il n'y a pas d'artifice, pas d'effet, il n'y a pas de réverb, c'est ma voix, je peux pas tricher. C'est le son de ma guitare. Si je veux plus de son, je joue plus fort. Si je veux moins de son, je joue moins fort. Pour la lumière, c'est des bougies. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de... C'est purée, reste sur toi. C'est juste... c'est des vrais... Il n'y a pas de triche. Ça, c'est très, très fort. Parce que quand il y a l'émotion, et c'est vraiment ça que je vais essayer de créer avec les gens, je ne suis pas du tout seul, c'est tout le monde qui crée ça. Quand il y a l'émotion, là, ça peut que
être le cœur. Ça peut être rien d'autre. Donc c'est très très fort. Et je trouve, j'ai la chance, c'est vraiment, bon, je le construis, mais c'est aussi la chance de pouvoir construire ça, d'avoir cette espèce de grand écart entre des shows qui sont parfois très gros. euh, et encore une fois, j'adore, vraiment, je le renie pas du tout. Oui. Et des shows qui sont vraiment, tout petits dans les moyens, mais très très gros aussi dans l'émotion. Wow. Ouais. C'est moi que tu vas faire pleurer à la fin. Ah, j'aimerais, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis le seul à pleurer. Et c'est vrai que... Non, mais parce que là, tu vois, tu dis des choses qui sont importantes à mes yeux. Mm. Oui, on ne renie pas le fait de... En fait, tu prends les choses dans ce grand écart-là, ça montre une grande humilité. En fait, oui, pour les grands shows, mais oui aussi pour amener la beauté de la musique chez les gens, à côté d'eux. Enfin, oui, finalement, tu te mets au service de la musique. Et ça, tu vois, et ça, c'est Ouais. la vérité. C'est beau ce que tu dis, ça me touche. Je sais pas si pour moi, la musique, c'est plutôt la musique qui se met au service de nous. En fait, Ouais. quand je joue, la musique, presque, c'est un prétexte pour partager une émotion. Comme là, on est en train de le faire. Tu vois, il n'y a pas de musique, pourtant, il y a une émotion qui est très palpable. Tu vois, on est un peu, on est ému. Tu vois, et pour moi, la musique, quelque part, en soi, ça veut pas dire grand-chose. C'est un moyen d'expression comme un autre, comme la parole, comme la danse. Et je crois que cette humilité dont tu parles, quelque part, oui, on peut imaginer, on peut se dire que c'est une humilité, mais je crois pas que ce soit... c'est pas moi qui l'invente. Je pense que les gens qui peut-être manquent d'humilité, ont pas découvert, ou ont peur de cette simplicité et d'aller creuser à un endroit où il n'y a pas besoin d'artifice. Ouais. En fait, moi, je pense que j'ai la chance, et je l'ai pas. Ça a été un long cheminement, de petit à petit, d'aller creuser en moi. Je l'ai fait, je vais le dire, un chemin fabuleux que j'ai fait, ça a été en faisant une psychanalyse. Je l'ai dit au début, ma mère est psychanalyste. Donc moi, pour moi, ça a été assez évident dès que j'allais pas bien, et j'allais pas bien très tôt. J'ai très très tôt, j'ai fait un énorme rejet de cette société que je trouvais et que je trouve encore folle. Je voulais pas m'y insérer. J'ai eu un échec scolaire très très fort. J'ai arrêté l'école très tôt. Je me suis fait virer de l'école. C'était très dur. J'ai fait ma première dépression quand j'avais, je pense, peut-être 14 ans. Et donc, les premiers réflexes, ça a été d'aller voir des psys, en fait, essayer de parler, d'essayer de... Et puis, bon, ça a pas marché. J'ai recommencé à 18 ans, ça n'a pas marché. Puis, j'ai quand même retenté vers 25 ans. J'allais de nouveau pas très bien. Pourtant, j'avais tout pour aller bien dans ma vie. Je tournais, j'avais un groupe qui avait du succès. Je commençais à gagner ma vie. Je commençais à avoir mes premiers articles dans des journaux spécialisés. Je sais pas, ça marchait bien. Mais j'allais pas bien. J'étais stressé, j'étais en dépression. Quelque part, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Et je suis allé voir et j'ai recommencé une analyse, vraiment un travail analytique poussé, long. Un peu le cliché, pour plein de gens, où on est assis couché sur un divan. Et en fait, là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant. Ma vie a été vraiment changée profondément. Voilà, là, je suis ému d'en parler, mais à cette époque-là, c'est comme si je sais pas, comme si les choses se remettaient dans le bon axe, comme si tout ce qui me faisait peur en moi, j'acceptais de descendre dans cet endroit, genre, tu vois, dans ma cave, je sais pas, ça va paraître hyper cliché, mais on s'en fout, mais dans ma cave personnelle, et j'avais peur du noir, et qu'en fait, je découvrais qu'en fait, tout allait bien, il n'y avait rien de noir, en fait. Au contraire, il y avait quelque chose de plutôt lumineux à l'intérieur. Ouais. Quand j'ai découvert ça, c'était un bouleversement, et c'était un soulagement immense, parce que je pense qu'on a tous peur de ça. Quand j'ai découvert ça, ce qui était bouleversant, c'est que je découvrais ça chez moi, mais je découvrais ça chez les autres en même temps, parce que je découvrais aussi que je sais pas si on va comprendre ce que je dis, je suis tellement ému, mais que je découvrais que la frontière entre les autres et moi était pas du tout aussi forte qu'on l'entendait. C'est-à-dire que je comprenais que si moi, je découvrais ça, je le voyais exactement de la même façon chez les autres. Donc là, il y a vraiment une sorte de chose qui s'est complètement détendue dans mon rapport avec moi et avec les autres. Et je pense que cette humilité, c'est un mot mais dont tu parles, je pense que c'est plus le fait que j'ai pas forcément peur de
De se dévoiler ce que je vais peut-être? ouais, voilà, c'est ça, Ouais. de ce que je vais découvrir, au fond de moi. Là, par exemple, je sais pas, voilà, je me laisse un peu aller. J'aime pas, en fait, j'avoue, j'aime pas pleurer comme ça. J'ai pas prévu ça, mais c'est comme ça, je suis ému, je dis C'est la je magie de We déborde. Talk. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Ouais, c'est vrai? Oui, Bon, bah, en tout cas, c'est bien, c'est que tu me mets en confiance et je suis en ouais, confiance avec toi, mais je suis en confiance avec moi aussi. Il y a des ouais. choses que je peux laisser aller. J'ai pas peur de ce que je vais découvrir en moi, ni en toi d'ailleurs, puisque, comme je le dis, pour moi, si on creuse dans les humains, on trouve la même chose, on trouve Exact. quelque chose de lumineux. Et donc, je pense que pour finir, hein, ce truc d'humilité et le fait de pouvoir arriver chez les gens avec juste ma guitare et même pas tout le temps, puisqu'il y a même des morceaux que je fais en slam maintenant, tu vois, où je fais juste parler. Je pense que j'arrive à le faire, même si, encore une fois, hein, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai peur, j'ai le trac, j'ai toutes ces barrières qui sont Mmh. humaines. Au fond de moi, il y a un truc qui me dit, Do it. ouais, Fais-le, oui, fais-le, fais-le, tout parce que simplement. c'est beau et ça va être beau. Ouais. Quelle est ta définition de l'échec? Ma définition de l'échec, Oui. ben, ouais, c'est une sacrée question. J'ai peur, en tout cas, j'ai peur, enfin, malgré tout ce que je dis, hein, et je pense que c'est important de se tromper et de se relever, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai peur de l'échec, j'ai une peur terrible de pas y arriver, j'ai une peur terrible d'échouer depuis tout petit, et je sais pas ce que ce serait, je je sais pas. Mais tu as peur de l'échec. Mais Complètement. J'ai peur, terriblement peur. Et pourtant, beh, je pense que c'est une des choses qui fait que je me lève le matin et je pousse et je bosse et j'essaye tous les jours. Moi, je suis un bosseur et un peu fou. C'est-à-dire que moi, peut-être mon dernier jour off, je sais même pas si c'était cette année, quoi. Je ouais. bosse tout le temps. Alors des fois, quand je peux plus, je m'arrête quelques heures, quoi. Je sais pas. Je dors quand même Et ton plus la grand nuit. échec, selon toi? Bah, je pense que l'échec le plus qui m'a le plus marqué, c'est mon échec scolaire. C'est un échec très, très dur parce que je suis dans une famille, on est quand même, enfin, c'est pas un échec de genre, d'un QI intellectuel qui est vraiment plus bas que la moyenne. Je suis normal là-dessus, moi. Ouais. C'est un échec d'incapacité à m'insérer dans ce système, et donc, pour te dire, j'ai été, viré du lycée en seconde. Avec J'ai battu le record de moyenne générale, le plus bas de l'histoire du lycée. Non, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Non, non, c'est pas une blague. Combien de J'avais moyenne? 1,75 de moyenne générale, du jamais vu. C'est-à-dire que pour ça, il fallait carrément que je bosse dans l'autre sens. C'est-à-dire que je mettais à cette époque-là un point d'honneur à vraiment même pas, comment dire, si j'avais une dissertation de français, par exemple, bah, peut-être que j'allais faire des maths et inversement, ou j'étais vraiment Et dans un rejet du système, d'accord. et donc ça a été très dur parce que, en même temps, je voulais pas m'insérer dans cette société parce que je trouvais folle. Ça fait déjà, bah, ça fait une petite trentaine d'années, ce dont je parle, et déjà à l'époque, j'étais très, très, hem, je crois que le mot qui me vient, c'est aware, je peux pas. J'étais Et très Jean-Claude Van Damme sort de ce Ouais, corps. non, ça a pas du tout. J'étais très, parce que j'ai une chérie qui est londonienne, et donc j'ai des fois des mots anglais qui me viennent. J'étais Très très conscient. conscient, Ouais. merci, des problèmes écologiques, par exemple. Ouais, J'étais très conscient de ça et je voyais déjà dans quelle direction notre société allait, ouais. nous, à titre individuel, aussi de façon politique. Et donc, moi, dans le corps d'un enfant, mais j'avais, je sais pas, 6-8 ans quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, j'avais envie de crier aux adultes, mais sérieusement, les ours polaires sont en train de mourir à cause de nous, on sait qu'on va dans le mur, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, et il y a des gens qui C'est dorment dans la rue, dans mon petit village, qui meurent de froid l'hiver. Alors dans mon petit village, en tout cas dans la ville qui est pas loin. Euh, est-ce que vous allez faire quelque chose? Que moi, je suis pas responsable. Moi, j'arrive là dans ce monde, personne m'a rien. Enfin, j'ai rien. Moi, on m'a rien demandé. En fait, moi, je suis là un peu forcé. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Oui, mais tu comprends, c'est compliqué. Non, bah non, je comprends pas. Là, il Mmh. faut arrêter. Je sais pas. Faut arrêter de manger de la viande. Faut arrêter de prendre l'avion. Faut arrêter je sais pas, de prendre d'avoir 2 voitures par foyer. Faut arrêter d'acheter du plastique et de jeter plein de plastique. En fait, on sait ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué.
en fait, on peut le faire et on doit le faire. Et vous devez le faire, en fait, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas le pouvoir de faire ça. Ouais. J'ai 8 ans. Mais non, en fait, non. Bah non, en fait, on va... et en fait, j'ai halluciné toute ma vie. Je continue à halluciner de faire, mais comment on arrive à élire encore comment Trump arrive au pouvoir, quoi. Un espèce des climato-sceptiques les plus connus de la planète. Comment c'est possible? Là, moi, j'ai l'impression de vivre dans une blague, en fait. Depuis tout petit, j'ai l'impression d'être dans une sorte de Truman Show. Je fais, non, mais vous allez me dire que c'est une blague. C'est Ouais. pas vrai. Donc, moi, c'est vrai que j'étais en conflit avec ça quand on m'a dit, bah maintenant, il va falloir que tu bosses tous les jours de ta vie. Enfin, tous les jours, il va falloir que tu ailles à l'école le matin, que tu apprennes des trucs dont tu n'as pas besoin pour avoir un métier, pour gagner de l'argent dans une société, pour t'insérer dans une société que tu trouves folle. Parce que je D'accord. pense que c'est une vraie forme de folie. Ça s'appelle de la folie. On est en train de détruire l'équilibre de la vie sur Terre. Maintenant, on le sait, il y a des centaines de millions d'espèces, alors là j'exagère, des centaines de milliers d'espèces qu'on a déjà exterminées, les autres on est en train de le faire. On le sait, tout ça, je ne l'invente pas, c'est documenté, c'est les scientifiques qui le disent. Le climat, on est en train de complètement le foutre en l'air. Je trouve que c'est faire comme si de rien n'était, moi, de mon point de vue, hein, ça s'appelle juste de la folie. Et donc, c'est ça qui explique finalement l'espèce de rejet que tu as fait. Et, à la fin, Ouais, à cette époque-là, je faisais, moi, je peux pas. ouais. J'ai pas, je vous trouve fou. Je vous aime bien, les profs de maths, mais moi, à ce moment-là, apprendre une équation à 3 inconnus, non, non, ça, c'est pas pour moi. J'ai pas passé du temps à faire ça. J'ai d'autres priorités dans la vie, ça m'intéresse pas. Vous êtes fous, je pars. Mais c'est extrêmement dur quand tu as, je sais pas, 14-15 ans, de t'extraire de ce système-là qui est quand même très très fort. Quand Ouais. tout le monde te dit, mais comment tu vas faire? Il faut que tu passes ton bac. Il faut que tu aies des diplômes. Et le chômage, comment tu vas faire pour gagner ta vie? Est-ce que tu vas... C'est extrêmement dur. Donc ça, c'est un échec extrêmement cuisant parce qu'en plus, c'est un échec. C'est un échec scolaire. Et la famille et les parents, les grands-parents, non, c'est un échec très très dur. D'autant que voilà, j'étais quelqu'un de normalement intelligent, Ouais. quoi. Je comprenais les choses, mais c'était impossible pour moi. D'accord. Et pour finir sur l'échec, c'est quelque chose que je porte encore. Je pense que maintenant, ça va mieux parce que j'ai... En fait, c'est une anecdote, mais donc j'ai porté cet échec vraiment très, très fort et dans la famille. Ça a changé des choses. Mes grands-parents, par exemple, ils je sentais qu'il y avait quelque chose de... Bon, le petit-fils, il n'a pas réussi, quoi. Ouais. Ah oui. Et il fait de la musique, ces groupes un peu alternatifs, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Moi, je jouais dans un groupe de métal complètement barré. Je faisais des tournées, je gagnais ma vie, mais ils voyaient pas du tout ce que je Ouais, faisais. c'était le truc très classique. Il faut qu'il ait ses diplômes, qu'il ait un métier. Bah ouais, parce que Oui, c'est de toute normal, façon, c'est oui, c'est les gens, ils oui, fonctionnent comme c'est ça. comme ça qu'on fonctionne, La oui. société fonctionne comme ça. Et je me souviens que la première fois qu'avec mon duo Feels Monkey, on a fait donc Vivement Dimanche avec Michel Drucker, ça a été vraiment un vrai point dans la famille par rapport à cet échec-là. Parce que pour la première fois, et je suis ému encore d'en parler, c'est pour la première fois, il y avait « Ah, mais en fait, le petit-fils a réussi ». Oh, wow. Et moi, j'ai jamais eu la télé, j'ai jamais... Alors franchement, Michel Drucker, très sympa, mais moi, j'ai jamais voulu faire ces émissions. Quand mon attaché de presse m'a appelé, m'a dit, bah, on va faire cette émission. Moi, franchement, j'étais pas content. Ouais. D'abord, je me suis dit, bon, on va avoir le stress parce que c'est toujours très stressant d'enregistrer ces grosses émissions. Ouais. J'étais pas fier de faire ça parce que mon Michel Drucker, c'était pas mais par contre, l'émission, on l'a regardée en famille avec mes grands-parents. Waouh. Tout le monde avait la petite larme. Moi, je suis pas le seul à être émotif dans la famille. Il y a la petite larme, mon grand-père. Le silence solennel. Et puis, franchement, ça a changé des choses dans nos rapports. Waouh. Parce que le petit-fils, en fait, quelque part, ça a lavé cet échec. Waouh. Et ouais, donc, Ah, c'est moi que tu as... ouais. Là, c'est moi que tu vas faire pleurer parce C'est que... vrai. J'essaye. Parce que Non, mais là, tu vois, moi, je sais que quand mon père a écouté la première émission de We Talk, Ouais, parce que j'ai un parcours très atypique, ouais. là, il s'est dit, je suis fière d'elle. Ah, c'est Et tu beau. vois, et là, ça m'a... Ouais. Je crois que ça a réconcilié toutes mes années de galère, Ouais. d'échecs, etc., que j'ai porté derrière moi. Sébastien, Célestin, on arrive à Ouais. la fin de l'émission. On va finir avec une note beaucoup plus joyeuse, Ouais. quand même. Même si on parle d'échecs, on Ouais. est très positif à We Talk. Ouais. Quelle est ta définition du succès? Quel est ton rapport aujourd'hui au succès? Là, c'est les 2 dernières questions, elles sont pas faciles parce que
le succès, alors déjà, c'est quelque chose pour moi qui est un peu comme un mirage, comme l'horizon. Oui. Quelque part, plus tu t'approches de quelque chose et plus tu vois tes objectifs quelque part s'éloigner. Moi, j'ai en même temps, c'est fou parce que j'ai en même temps, aujourd'hui, hein, après des années, j'ai toujours vécu de ma passion. J'ai toujours fait mes propres compositions. Ouais. J'ai tourné dans le monde entier. J'ai fait des milliers de shows. J'ai fait toutes ces émissions de télé dont on parle, quotidien, Patrick Sébastien, etc. Je vis encore de mon art et j'ai toujours un sentiment d'échec très fort et une peur de l'échec très fort. Et en même temps, quand je regarde, si j'écris ça, je me dis, mais quand même, ça doit bien être une définition du succès. Et pourtant, c'est quelque chose pour moi qui je sais pas, qui me fuit entre les doigts, en fait. Non, j'ai pas l'impression d'avoir du succès, en fait. C'est marrant, hein. Je sais pas. La définition du succès, écoute, je vais vraiment y réfléchir. Je pense que ce qui me vient, c'est je voudrais être heureux et fier. Parce que je pense qu'on cherche ça, on cherche la fierté. Oui. J'ai eu la fierté par exemple, de mon père, qui était très très important, de mes grands-parents avant qu'ils meurent. Je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui le sont. Moi, je pense que je cherche à être fier de moi-même. Oui. Et de temps en temps, je touche ça du doigt, mais pour l'instant, je peux toujours pas dire je suis fier de moi. J'espère pouvoir le dire un Moi, jour. la dernière question, je vais la poser aussi pour moi, parce que je vais Ouais. reprendre la scène. Je vais reprendre la musique dans quelques temps et reprendre la scène et tout. Et je suis une flippée de malade parce que Ouais, j'assume rien, j'assume pas ce que je chante, j'assume pas la manière avec laquelle je joue de la guitare, ouais. je trouve que je suis nulle au piano, etc. Quel est le plus grand conseil que tu peux me donner? Fais-le complètement. En fait, je pourrais m'arrêter là. Fais-le. J'ai aucun doute. Parce qu'en fait, tout ce que tu décris, je le connais très bien. Oui. Et je le connais chez les autres aussi. Je le connais très bien chez moi. Oui. J'ai donné des cours aussi pendant des années. Je fais énormément de pédagogie avec des enfants, avec des adultes. J'adore la transmission. Oui. Et en fait, quoi qu'il arrive, quoi que soit ton niveau, ce sera le conseil que je te donnerai. En plus, j'ai un feeling. Je suis sûr que tu as des choses très belles à dire, à faire. Je suis sûr que, toi, le texte que tu m'as écrit au début, déjà, ça me donne des indications sur ta sensibilité et sur le fait que tu es capable de faire des belles choses. Mais donc, j'ai aucun doute. Fais-le et je vais aller plus loin que ça. Je vais te suivre, clairement. Et on va en reparler. Et puis, on va rester en contact parce que je suis sûr que tu as des belles choses à dire. Donc, n'hésite vraiment pas. Même quand tu hésites, fais-le. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. C'est toi qui dois pleurer, c'est pas moi. Non, bah, tu l'as dit que tu étais émotive aussi. Je suis content de ne pas être tout seul. Moi, j'ai pleuré tout le long. Donc, En tout cas, ouais. merci Sébastien, Célestin, pour cet entretien qui... Et moi, je pars avec le fais-le. Ah oui, bah, Je pars avec ça, je le serre contre moi. Et je sais que je doute, que j'ai tout le temps peur quand il s'agit de musique, encore plus. Mais voilà, c'est normal. Il n'y a fais-le. pas de doute. Et faites-le vous aussi qui nous avez écoutés. Et merci infiniment pour cet échange sincère, authentique, qui, voilà. Ah oui, là, c'est Entre, sincère. Ouais. voilà, sincère, authentique. Voilà, je pense que beaucoup de gens l'auront entendu, ils l'auront ressenti et que chacun prendra pour sa part. Et faites-le. Le mot de la fin, je te laisse dire pourquoi on devrait écouter cet épisode avec Célestin, Sébastien. Ben, parce qu'on est vivant et puis parce je sais pas, on échange des choses entre humains qui sommes tous au fond exactement pareil. Tout ce que tu décris, je le ressens. Je pense que s'il y a des gens qui ressentent la même chose et qui ont écouté ça, bah, ils se reconnaîtront aussi. Et je pense qu'on a raison d'essayer de partager Ouais. ça. C'est un beau thème, en tout cas, l'échec et la réussite. Merci vraiment déjà de cette invitation et puis de la façon dont tu t'interagis et cette émotion et cette sincérité aussi que tu mets et qui me permet à la mienne d'exister. Donc merci franchement à toi et bravo. Merci infiniment. Et bien sûr, faites-le. Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube pour la version filmée. Et bien sûr, rejoignez la communauté WeTalk sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Portez-vous bien, faites-le. Bye bye.